Au plaisir de vous retrouver sur nos antennes. Merci de votre fidélité. Voici les titres du journal. Une mission du Fonds monétaire international séjourne en Guinée pour une série d'échanges avec les autorités économiques. Au cœur des discussions, la situation monétaire du pays et les perspectives économiques dans le cadre du renforcement de leur coopération. Le retour des pèlerins guinéens s'achève avec l'arrivée du troisième et dernier convoi à Conakry. Les 255 fidèles ont regagné le pays après l'accomplissement du Hajj en Arabie Saoudite dans une ambiance de joie et de ferveur. Et puis la route Labé-Mali franchit une nouvelle étape décisive avec la réussite de la première planche d'essai de bitume. Ce test concluant ouvre la voie au lancement du revêtement à grande échelle sur le lot 1 dans le respect des normes techniques. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. La Guinée accélère sa marche vers l'industrialisation et entend désormais tirer le meilleur profit de ses ressources minières. Réunis ce vendredi au Palais Mohamed V avec les acteurs du secteur, le président de la République a réaffirmé une orientation claire, mettre fin à l'exportation de l'or brut et faire de la transformation locale un véritable moteur de création de valeur, d'emploi et de croissance. Compte rendu Oumar Bari. Fidèle à sa vision de renforcement de la souveraineté économique et assumée, et après avoir engagé des réformes majeures dans le secteur de la bauxite, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, entend désormais accélérer la transformation locale de l'or en mettant fin à l'exportation de minerais bruts et en favorisant son raffinage sur le territoire national. Dans cette dynamique de valorisation des ressources minières, le chef de l'État a présidé ce vendredi 19 juin 2026 une rencontre stratégique avec les acteurs des secteurs aurifères, industriels, semi-industriels et artisanal, ainsi que les responsables des comptoirs d'achat d'or. Cette réunion de haut niveau s'inscrit dans la continuité des réformes structurelles engagées par le chef de l'État afin de faire de la transformation locale des ressources minières un levier essentiel de développement économique, d'industrialisation durable et de création de valeur ajoutée pour la Guinée. Le 8 avril 2022, le chef de l'État avait déjà marqué un tournant historique en réunissant les principaux acteurs du secteur minier autour d'une ambition claire: rompre définitivement avec le modèle traditionnel d'exportation brute des minerais et promouvoir leur transformation sur le territoire national. À cette occasion, il avait exigé des sociétés minières le respect de leurs engagements relatifs à la construction d'unités de transformation, affirmant avec force que les richesses naturelles du pays devaient désormais générer davantage de valeur ajoutée, d'emplois et d'opportunités pour les Guinéens. Quelques années plus tard, cette vision stratégique du chef de l'État se matérialise progressivement à travers des réalisations concrètes. Pour la première fois depuis l'indépendance de la Guinée, 3 raffineries d'alumine sont actuellement en construction sur le territoire national. Ces projets structurants d'envergure illustrent la volonté politique du président Mamadi Doumbouya d'accélérer l'industrialisation du pays et de faire du secteur minier un véritable levier de transformation économique. Transformer localement, créer de la richesse ici, former les compétences ici, créer des emplois ici, bâtir une industrie forte en Guinée, telle est la vision portée avec détermination par le chef de l'État pour les générations présentes et futures. La rencontre de ce vendredi 19 juin 2026 s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables de l'État, notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Ahmed Mohamed Wouri Diallo, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Silla, le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le général David Haba, le haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, ainsi que le directeur général des douanes, le général Cheikh Gadiri Kondi.
Face aux représentants des sociétés aurifères, industrielles et semi-industrielles ainsi qu'aux responsables des comptoirs d'achat d'or, le président de la République a délivré un message sans équivoque. L'exportation de l'or brut appartient désormais au passé. La Guinée ne se contentera plus d'être un simple fournisseur de matières premières destinées aux usines du reste du monde. Désormais, l'or extrait du sous-sol guinéen sera transformé sur le territoire national, notamment au sein de la raffinerie Nimba Gold Refinery, située à Gbessia, cité de l'Air, dans la commune de Gbessia. Je suis venu vous dire une vérité, pas pour vous consulter, pas pour négocier non plus. Vous dire une vérité d'État, celle que le peuple guinéen attendait depuis trop longtemps et que mon serment m'oblige à tenir. Quand j'ai pris mes responsabilités, moi et mes frères d'armes à la tête de ce pays, j'ai fait une promesse, non pas à des institutions, non pas à des partenaires étrangers. J'ai fait une promesse au peuple souverain de Guinée, à cette femme de Sigiri qui vit dans la poussière d'or de son propre sous-sol, à ce jeune homme de Kerouani qui regarde des camions chargés passer devant lui chaque matin sans que sa vie n'en soit changée. Pendant des décennies, la Guinée a été une des terres les plus riches d'Afrique. Et pourtant, malheureusement, elle a figuré sur la liste des nations les plus pauvres du monde. Ce paradoxe n'est pas une fatalité, c'est une injustice, selon moi. Et les injustices, je les combats avec détermination et une conviction sans faille. La Guinée est la deuxième réserve aurifère d'Afrique de l'Ouest. Son or quitte son sous-sol chaque jour à l'état brut, chargé dans les camions, emporté vers les raffineries du monde entier, étranger pour être transformé ailleurs, certifié ailleurs, vendu ailleurs et toujours ailleurs. Et la Guinée perçoit des miettes, des redevances, calculées sur un métal qui ne vaut pas encore son vrai prix au moment où il franchit nos frontières. Pendant ce temps, d'autres captent la valeur ajoutée, d'autres créent les emplois, d'autres bâtissent leurs villes avec notre or. Je mets fin à cela dès aujourd'hui. Pourquoi? Nous avons construit la plus grande raffinerie d'Afrique en Guinée, qui sera opérationnelle dans les jours qui viennent. La Guinée ne continuera plus à se contenter d'être fournisseur de matières premières pour les usines du monde entier. C'est fini. Première chose que je vais vous dire, que vous devrez noter. La Guinée exigera désormais la transformation de son or sur son propre territoire. Donc l'or brut ne sortira plus de la Guinée. Tout l'or que vous allez produire dans vos mines seront raffinés à Conakry. L'or guinéen sera fondu en Guinée, certifié en Guinée, valorisé en Guinée avant de l'exporter vers les marchés internationaux. L'exportation d'or brut sera formellement et définitivement interdite. Tout opérateur qui continuera d'exporter de l'or brut, son agrément sera suspendu. Sa convention minière résiliée répondra de ses actes devant la justice guinéenne sans exception, sans négociation, sans retour en arrière. Je ne suis pas contre l'investissement étranger. La Guinée a besoin de partenaires sérieux. Regardez ce que nous bâtissons à Simandou. Regardez ce que nous développons à Bofa et à Boké. Ce pays a changé et je tiens à rappeler qu'une conscience nationale éveillée ne se négocie pas à la table des intérêts particuliers. En aucun cas. Ce que cela signifie pour l'histoire, ce que nous décidons aujourd'hui à un an, et certains se rappelleront, c'est l'industrialisation irréversible de la République de Guinée. Parce que nos enfants en hériteront comme d'un droit conquis, non d'une faveur accordée. Irréversible parce que Simandou 2040 n'est pas un programme parmi d'autres. C'est le pacte que j'ai conclu avec ce peuple qui m'a élu.
celui de transformer pour toujours la place de la Guinée dans l'économie mondiale. Irréversible parce que le monde entier doit comprendre que l'Afrique ne se contentera plus d'exporter sa pauvreté sous forme de richesse brute. La femme de Sigiri mérite mieux que son or serve à construire des écoles, hôpitaux, des routes guinéennes. Le jeune de Kirouani mérite un emploi dans une usine guinéenne. Le peuple de Guinée mérite de voir sa richesse rester sur sa terre. Je leur dois et je leur tiens parole en tant que soldat. Cette orientation stratégique s'inscrit pleinement dans la vision portée par le programme Simandou 2040 qui vise à faire de la Guinée une puissance industrielle émergente fondée sur la valorisation de ses ressources naturelles. Véritable symbole de cette nouvelle dynamique, Nimba Gold Refinery représente un tournant historique pour l'industrie aurifère nationale. Avec une capacité de traitement de 2000 kg d'or par jour, extensible à 4000 kg en fonctionnement continu 24 heures sur 24 et une capacité mensuelle estimée à 520 tonnes, cette infrastructure ultramoderne ambitionne de positionner la Guinée parmi les principaux centres mondiaux de raffinage de l'or. Dotée de technologies de pointe, la raffinerie se distingue par une autonomisation avancée des lignes de production réduisant considérablement les pertes et les erreurs humaines, des systèmes performants de récupération des métaux précieux secondaires, notamment l'argent, la production de lingots d'or répondant aux normes et standards internationaux, une flexibilité industrielle permettant également le traitement des déchets électriques industriels à forte valeur métallique, une traçabilité numérique intégrale, assurant le suivi sécurisé des lots, des analyses et des rendements, des systèmes de sécurité et de contrôle qualité en temps réel garantissant la conformité environnementale et la réduction significative des émissions toxiques. Au-delà de sa dimension industrielle, Nimba Gold Refinery constitue un puissant instrument de souveraineté économique nationale. Son impact attendu est considérable, création de valeur ajoutée locale, développement des compétences nationales, renforcement de la souveraineté minière et financière, amélioration de la mobilisation des recettes fiscales, consolidation des réserves stratégiques du pays, création de milliers d'emplois directs et indirects et attraction d'investissements étrangers structurant conformément aux exigences du contenu local. À travers ces orientations fermes du chef de l'État et ses projets d'envergure, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, réaffirme sa volonté de bâtir une économie plus résiliente, plus compétitive et davantage tournée vers la transformation locale. La Guinée a pris une trajectoire de développement qui va l'amener vers l'industrialisation. Et cette industrialisation ne peut pas se faire sans la transformation sur place de nos produits miniers pour plus de chaînes de valeur. En 2025, l'exploitation industrielle de l'or, semi-industrielle, artisanale de l'or, c'est 2 242 375 onces. Toute cette production est exportée à l'étranger. Le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est très clair. Nous avons construit l'une des plus grandes raffineries au monde qui s'appelle Nimba Gold Refinery, qui va commencer son opération dans les prochaines semaines. Donc, la décision est prise. Il n'y aura pas d'exportation de l'or non raffiné en Guinée et titré en Guinée avec le stamp de la Guinée. C'est ce qui permettra, à l'instar du secteur de la bauxite, où on est passé en 2 ans de 0 société de production d'alumine à la 3e société de production d'alumine. Comme l'a dit si bien son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est une trajectoire irréversible. La Guinée entre ainsi dans une nouvelle ère où ses ressources naturelles ne seront plus seulement extraites, mais transformées au bénéfice du peuple souverain de Guinée. L'industrialisation irréversible de la Guinée est désormais en marche.
Et puis, une étape décisive vient d'être franchie dans le processus de transition en Guinée. La Cour suprême a proclamé dans la nuit de vendredi les résultats globaux définitifs des élections législatives du 31 mai, mettant ainsi un terme au contentieux électoral. Les 147 députés appelés à siéger à la prochaine législature sont désormais officiellement connus, ce qui ouvre la voie à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. En application de l'article 179 du Code électoral, plusieurs recours contestant les résultats globaux provisoires prononcés par la Direction générale des élections ont été reçus par la Cour suprême. Face à ces contestations, le ministère public, dans sa réquisition, démontre le caractère non fondé de ces recours et plaide pour leur annulation. Suite à cette étape et après un examen minutieux des contentieux au cas par cas, la Cour suprême a proclamé officiellement les candidats élus par catégorie en commençant par ceux de la liste nationale à la proportionnelle ou liste politique. Ce sont UMP, Union pour un mouvement populaire, 9 sièges obtenus. 1. Boubacar Sidiki Diallo. 2. Saran Traoré. 3. Dr Dansa Kourouma. 4. Aïssatou Diallo. 5. Suleiman Keta. 6. Foulematou Fofana. 7. Moriba Diakité. 8. Haya Idrissa Ba. 9. Jean-Paul Sedi. Nouveau départ. 7 sièges obtenus. 1. Tokba Jean Collier. 2. Fatoumata Diallo. 3. Keleti Doumbouya. 4. Fanta Conti. 5. Jean Sak Kamano. 6. Berthe Lopou Lama. 7. Amadou Sayoba. Rassemblement guinéen du travail. 7 sièges. 1. Ousmane Dadi Kamara. 2. Thérèse Tono. 3. Al-Hussein Makanera. 4. Fatoumata Kamara. 5. Mamadi Teré. 6. Lamarana Assatou Diallo. 7. Sekou Samoura. Fidèle, force des intègres pour la démocratie et la liberté, 6 sièges obtenus. 1. Mohamed Lamine Kaba. 2. Fatoumata Kondi. 3. Jean-Paul Kotambe Duno. 4. Charlotte Dafi. 5. Amidou Kamara. 6. Maïmouna Bari. Union pour la démocratie et le développement, 5 sièges obtenus. 1. Jean Bien-Aimé Haba. 2. Aïssata Maria Massouma. 3. Yemori Kouliati. 4. Wata Kamara. 5. Dr Alpha Abdoulaye Diallo. Front pour l'Alliance nationale, 2 sièges obtenus. 1. Hadja Makale Kamara. 2. Abdoulaye Dieng. Mouvement Rassemblement de l'Alternance démocratique de Bola, 1 siège obtenu. 1. Dr Ibrahima Sori Diallo. Avenir Guinée Nouvelle, 1 siège obtenu. 1. Mori Kaba. Alliance pour le renouveau et le progrès, 1 siège obtenu. Mohamed Nabi. Bloc libéral, 1 siège obtenu. Docteur Faya Lansana Minimolo. NGR, Nouvelle Génération pour la République, 1 siège obtenu. 1. Ibrahima Abe Silla. Parti de l'Action citoyenne pour le travail, Dr Makale Traoré, 1 siège. Parti des démocrates pour l'espoir, 1 siège obtenu. Dr Ousmane Kaba.
Rassemblement pour la démocratie nationale, un siège obtenu. Hawa Kone Diaré. Rassemblement des Guinéens pour l'alternance, un siège obtenu. Ansoumane Fofana. Rassemblement pour la Guinée prospère, un siège obtenu. El Hadj Bouna Keita. Rassemblement pour la renaissance et le développement, un siège obtenu. Abdoulaye Kourouma. Union démocratique de Guinée, un siège obtenu. El Hadj Dembo Silla. Union des forces de changement, un siège obtenu. Aboubakar Silla. Dans la même logique, les juges de la Cour suprême ont aussi déclaré les noms des candidats élus au scrutin majoritaire uninominal et plurinominal. Région administrative de Boki. Circonscription de Bofa. GMD. 1. Mohamed Khalil Bangoura. 2. Alsien Kolia Silla. Circonscription de Boki. Boki. GMD. 1. Aboubakar Bob Kamara. 2. Suleiman Bangoura. 3. Kadiatou Awa Kamara. 4. Mamadou Ouriba. Circonscription de Fria. GMD. Marie-Yvonne Koumbassa. Circonscription de Gawal. GMD. Abdoulaye Baldi. Circonscription de Koundara. Frondeng. Mamadou Alimou Diallo. Région administrative de Conakry. Circonscription de Dixine. GMD. Melia Ismaël Souma. Circonscription de Bessia. Avenir Guinée Nouvelle. 1. Kerno Amidou Diallo. 2. Morlay Domouya. 3. Suleiman Yansani. Circonscription de Kagbele. GMD. Valérie Kémo Doré. 2. Mohamed Sissé. Circonscription de Kaloum. GMD. Marie-Rose Kamara. Circonscription de Kassa. GMD. Aminata Kamara. Circonscription de Lambanyi. GMD. Mohamed Kamara. 1. Mohamed Kamara. 2. Moussa Mansare. Circonscription de Mania. GMD. Ngadi Keta. Circonscription de Matam. Ozon. 1. Théodore Kounduno. Théodore Kounduno. Circonscription de Matoto. GMD. 1. Ansoumane Damaro Kamara. Circonscription de Ratoma. GMD. 1. Alpha Omar Ba. Circonscription de Sanoya. GMD. Sekouba Kamara. 2. Mamadi Kaba. Circonscription de Sonfonia. GMD. Mamadou Bouiba. Idjatou Ba. Circonscription de Tombolia. GMD. 1. Mfamara Bangoura. 2. Adama Ndiol Kouyati. Circonscription de Afrique. GMD. Amadou Yarogoua Diallo. Circonscription Amérique. GMD. Ali Fadiga. Circonscription Asie. GMD. Tijan Koïta. Circonscription de Europe. GMD. Fatoumata Binta Diallo. Région administrative de Farana. Circonscription de Dabola. GMD. Mamadou Diawara. 2. Ibrahima Diané. Circonscription de Dingra. GMD. Alseni Diallo. Amadou Diakité. Circonscription de Farana. GMD. Mariam Oulare. 2. Ibrahima Traoré. Circonscription de Kissidougou. GMD. 1. Yomba Sano. 2. Nestor Tamba Huno Kagwadouno. Région administrative de Kankan. Circonscription de Kankan.
GMD 1. Salimou Fofana. 2. Ousmane Kouyaté. 3. El Hadj Amadou Diallo. 4. Ali Badara Kondé. 5. Kadiatou Konaté. Circonscription de Kérouani. GMD 1. Lamine Sissé. 2. Moriwoulé Kamara. Circonscription de Koursa. GMD 1. Lamine Kouyaté. 2. Yoran Keta. Circonscription de Mandiana. GMD 1. Ousmane Diakité. 2. Laye Fadjimba Keta. 3. Abdoulaye Diallo. 4. Zakaria Biton Koulibaly. Circonscription de Sigiri. GMD 1. Fanta Kamara. 2. Kadjali Kamara. 3. Suleiman Koita. 4. Karamo Diawara. 5. Moussa Sakouba Keta. Région administrative de Kindia. Circonscription de Koya. GMD 1. Moussa Kondé. 2. Yari Silla. Circonscription de Dubreka. GMD 1. Mohamed Nabi Silla. 2. Zainab Kondé. Circonscription de Forekaria. GMD 1. Aboubakar Traoré. 2. Ibrahima Massiré Kamara. Région administrative de Kindia. Circonscription de Kindia. GMD 1. Nabi Moussa Silla. 2. Youssouf Kaba. 3. Fatoumata Baldi. 4. Marie-Louise Sia Fenduno. Circonscription de Télémélé. GMD 1. Diao Baldi. 2. Mamadou Alpha Ba. Région administrative de l'Abbé. Circonscription de Koubia. GMD 1. Abdurrahman Baldi. Circonscription de l'Abbé. GMD 1. Sekou Marouf Cham. 2. Tcherno Ibrahima Diallo. 3. Ousmane N. Diallo. Circonscription de l'Elouma. GMD El Hadj Mohamed Ramadan Diallo. Circonscription de Mali. GMD 1. Mamadou Abbas Souari. 2. Achatou Sadio Diallo. Circonscription de Tougué. GMD 1. Ibrahima Kole Baldi. Circonscription de Dalaba. GMD Tcherno Ismaël Doukouré. Région administrative de Mamou. Circonscription de Mamou. GMD 1. Aboubakar Kamara. 2. Bademba Baldi. Circonscription de Pita. GMD 1. Mamadou Malado Diallo. 2. Ibrahima Dongol Bari. Région administrative des Zérekouré. Circonscription de Beila. GMD Yiba Donzo. 2. Dialamo Delphine Olomou. Ngouamou Faraba Kone. Circonscription de Gekedou. GMD 1. Sia Evelyne Koundouno. 2. Sa Gabriel Sandouno. Circonscription de Lola. GMD Kéoulen Doré. Circonscription de Massanta. GMD Mamadi Kémo Kondi. Dorcas Nima John. Circonscription de Zérekouré. GMD 1. PP Francis Haba. 2. Kokolo Jegbolomon. 3. Bato Mami. 4. Mamadi Kourouma. Circonscription de Jomo. GMD 1. Hawa Kamara. Article 11 dit que le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République. À travers ce verdict de la plus haute juridiction du pays, les 147 députés de la future Assemblée nationale sont désormais tous connus. Au même moment, les tribunaux de première instance sont en train de publier les résultats des contentieux de l'élection communale pour finalement tourner l'époque de la transition en Guinée en ouvrant
la page d'une nouvelle république. Ici, à la Banque centrale de la République de Guinée, cette première rencontre entre les experts du Fonds monétaire international et les principaux responsables de l'institution d'émission a permis d'aborder plusieurs questions liées à la situation macroéconomique du pays. Nous venons d'avoir une discussion d'ouverture très importante, intéressante, en temps de coopération et de partenariat. Nous avons discuté sur l'évolution récente, l'inflation des prix, la politique monétaire, la situation des réserves, des exportations et importations des pays. Du côté de la Banque centrale, l'occasion était opportune pour présenter les résultats enregistrés ces dernières années, notamment en matière de maîtrise des indicateurs monétaires, de gestion des réserves et de contrôle de l'inflation. Certes, aujourd'hui, nous avons un niveau d'inflation qui commence à s'accroître, mais qui se trouve contenu dans nos différents objectifs à la fois nationaux, mais également communautaires. Donc, comme elle a dit, les discussions viennent de commencer. On est même allé jusqu'à discuter dans certains points sur le programme. Mais ces 2 semaines de travail, nous travaillons d'arrache-pied. C'est à la fin de ces 2 semaines-là qu'on aura véritablement les résultats de ces discussions-là, des 2 semaines avec le Fonds monétaire international. Au cours des 2 prochaines semaines, les experts du FMI rencontreront plusieurs acteurs gouvernementaux et économiques afin d'évaluer la situation économique du pays et d'approfondir les discussions sur les négociations pour un nouveau programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit. Briser le silence, restaurer la dignité et faire des survivantes de véritables actrices de changement, c'est tout le sens de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en période de conflit, à l'initiative de l'ambassade du Royaume-Uni en Guinée et de l'AVIPA. Autorités, partenaires, diplomates et survivantes ont réaffirmé leur engagement en faveur de la justice, de la résilience et de la lutte contre l'impunité. Compte rendu, Pascaline Yomalo. Des témoignages poignants et surtout des parcours de reconstruction. L'exposition photographique organisée pour l'occasion retrace le cheminement des survivantes, les actions du Centre des survivantes de Mafereya ainsi que les initiatives économiques développées pour favoriser leur autonomie. La projection d'un documentaire a ensuite permis de mettre en lumière les résultats obtenus en matière de prise en charge médicale, de soutien psychosocial, d'accès à la justice et de réinsertion socio-économique. Nous ne sommes pas réunis uniquement pour commémorer, nous sommes ici pour reconnaître un leadership. Un leadership porté par celles et ceux qui, après avoir traversé la violence, contribuent aujourd'hui à soutenir d'autres personnes, à renforcer les communautés et à faire avancer la justice. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour parler de souffrance. Nous sommes réunis pour parler de courage, car les survivantes ne sont plus seulement des femmes qui ont survécu. Elles sont devenues des femmes qui agissent, qui entreprennent et qui dirigent, qui sensibilisent, qui accompagnent et qui inspirent. La ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités a, pour sa part, réaffirmé l'engagement des autorités à renforcer la protection des femmes et la lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Nous poursuivons nos efforts pour renforcer les mécanismes de prévention, de protection et de prise en charge des violences basées sur le genre. Notre approche est globale et centrée sur les besoins des survivantes.
La cérémonie s'est poursuivie par une table ronde consacrée aux mécanismes de prévention, d'écoute et d'accès à la justice. Un appel collectif à poursuivre les efforts pour que les survivantes soient non seulement protégées, mais aussi reconnues comme des actrices majeures du changement et du développement. Mobilisation contre un mal silencieux qui touche des milliers de familles guinéennes à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Une grande caravane de sensibilisation a parcouru les principales artères de Matoto pour alerter l'opinion sur cette maladie génétique encore méconnue mais aux lourdes conséquences. Portée par la Fédération guinéenne des personnes atteintes de la drépanocytose, l'initiative vise à renforcer la prévention, le dépistage précoce et la prise de conscience collective. Le point avec Hadiatou Bari. Du rond-point du marché de Matoto jusqu'à la mairie, les participants ont multiplié les messages de sensibilisation sur les dangers de la maladie, l'importance du dépistage précoce et la nécessité de connaître son statut avant le mariage. Une mobilisation qui intervient dans un contexte préoccupant. En Guinée, la drépanocytose touche au moins un enfant sur 10, alors que moins de 5% des cas bénéficient d'un dépistage précoce. Pour cette première édition, on a commencé par une campagne de sensibilisation numérique. Donc, elle se passera uniquement sur les réseaux sociaux. On fera des bannières, des affiches et surtout des témoignages pour publier un peu partout, pour parler vraiment de nos quotidiens. Le message que je passerai à toutes les familles, c'est de faire en sorte que les gens aient le courage d'aller se faire dépister très tôt. Et qu'on fasse une vulgarisation pour expliquer aux gens que la drépanocytose peut se guérir et qu'on peut prendre des mesures pour éviter la propagation de la maladie. La sensibilisation a été couplée à une campagne de dépistage volontaire, une démarche fortement recommandée par les spécialistes qui rappellent que le diagnostic précoce améliore considérablement la prise en charge des patients. Quand je prends le cas de la Guinée, on n'a pas moins de 10% de la population qui sont affectés. Et quand on essaie de voir avec le dernier recensement qui est à 18 millions, cela veut dire que si on va sur la base de 10%, on n'a pas moins de 18 000 personnes qui sont atteintes par cette maladie en Guinée. Et on sait que ça va au-delà. Donc ça vaut le coup qu'on quitte le cadre de l'hôpital pour venir dans la communauté et parler de la maladie dans la communauté. Pour la Fédération guinéenne des personnes atteintes de la drépanocytose, regroupant 6 associations, il est urgent de renforcer la prévention afin de réduire le nombre de nouvelles naissances affectées par cette maladie génétique. Au-delà de cette journée de mobilisation, la Fédération annonce une série d'activités tout au long du mois de juin. Défense à présent, la Guinée accueille les stagiaires de la 8e promotion du cours d'état-major de l'Institut de défense du Sénégal en voyage d'études. Cette immersion leur permet de découvrir l'organisation, le fonctionnement et les missions des structures militaires et administratives guinéennes, une étape importante dans la formation de ces futurs officiers d'état-major appelés à relever les défis stratégiques et opérationnels de leurs forces armées. Adjudant-chef Mamadou Alioubari, correspondant de la presse militaire. La 8e promotion du cours d'état-major de l'Institut de défense du Sénégal pose ses valises en Guinée dans le cadre d'un voyage d'études placé sous le signe du partage d'expériences et du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. C'est pour nous une opportunité extraordinaire, d'abord de renforcer la coopération existante entre nos deux pays dans le domaine naturellement militaire, mais aussi c'est une opportunité aussi supplémentaire pour renforcer ces liens académiques qui existent entre nos différents instituts de formation. Les relations entre la Guinée et le Sénégal sont très anciennes. Elles sont d'ordre historique, géographique et culturel. De part et d'autre, les autorités militaires et politiques prennent très au sérieux les relations entre nos deux pays. Pour cette promotion de 40 officiers stagiaires issus de plusieurs nationalités dont la Guinée, ainsi que 8 cadres sénégalais, il s'agit de s'imprégner de l'organisation, le fonctionnement des institutions militaires, civiles et leur potentialité.
Après la visite de courtoisie au ministère de la Défense nationale, à l'état-major général des armées, cette immersion académique a conduit le général de brigade Aboulatif Kamara et sa délégation à l'état-major de l'armée de terre, au haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire, à l'état-major de l'armée de l'air et à l'école d'état-major Guinée. Ceci va nous permettre de créer un cadre formel d'échange, de partage d'expérience, mais aussi de recherche de réponses adéquates aux défis sécuritaires. Autre temps fort du séjour, la visite aux usines militaires de confection installées au camp Alpha Diallo par la délégation sénégalaise destinée à la production des uniformes militaires et des articles civilo-militaires. Votre choix porté sur les JMC dans le cadre de ce voyage d'études témoigne l'intérêt que vous accordez à la compréhension des processus industriels. Cette visite demeure donc pour vous une excellente opportunité pour découvrir les différentes étapes de conception, de confection, de contrôle de qualité des uniformes. Cette immersion au sein des organes de défense et de soutien va conduire la délégation sénégalaise dans d'autres structures militaires dans les jours à venir. Dans l'actualité également, un nouveau chapitre s'ouvre pour la Société des eaux de Guinée. Le nouveau directeur général affiche de grandes ambitions pour moderniser l'entreprise et améliorer durablement l'accès des populations à l'eau potable devant autorités et partenaires. Il a promis de renforcer la cohésion interne, d'insuffler une nouvelle dynamique de gestion et de faire de la performance une priorité au service des usagers. Reportage Isiaga Kamara et Amadou Baïlobari. C'est officiel, l'installation du nouveau directeur général de la Société des eaux de Guinée, SEG, Algassimou Djoubaté, a pris fonction ce mercredi 17 juin 2026. Avec son collègue sortant, Nassirou Diallo, nommé directeur général adjoint de la même société, c'est une nouvelle vision qui anime l'institution dans la dynamisation et la modernisation des services de la SEG. Je souhaiterais, à travers ce micro, assurer à M. Algassimou ma pleine disponibilité, ainsi que toute l'équipe qui sera dans l'état d'action pour se mettre à sa disposition, conformément à la vision du plan stratégique et à la vision qui est la sienne, pour porter la SEG encore plus haut. Comme indiqué dans le programme Simandou 2040, la SEG n'est pas une entreprise comme les autres. Sa mission est vitale: produire et distribuer une eau potable de qualité et de quantité suffisante, à un prix accessible à toute la population guinéenne. Qu'elle soit rassurée que nous allons ensemble continuer la vision du président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Une installation marquée par la présence de plusieurs personnalités et la lecture des attributions pour mieux cerner les objectifs avec un nouveau souffle au sein de l'institution. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, M. Tamba Benoît Kamano, au nom du Premier ministre, chef de gouvernement, et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, je déclare M. Algassimou Djoubaté, directeur général de la SEG, et M. Diallo, directeur général adjoint de la SEG, installés, disons, dans leurs nouvelles fonctions. Maintenir les acquis, améliorer la desserte en eau potable pour répondre aux besoins des populations, moderniser et dynamiser le circuit, tels sont les points, entre autres, qui caractérisent la nouvelle feuille de route des autorités de la SEG. Autre titre de ce journal, le retour des pèlerins guinéens s'achève dans la ferveur et l'émotion. Le dernier convoi du Hajj 2026 a atterri ce samedi matin à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. À bord, 255 pèlerins ont retrouvé leur famille après avoir accompli l'un des 5 piliers de l'islam sur les lieux saints d'Arabie Saoudite. Ismaël Nabi et Marwan Kamara étaient sur place. Ce dernier vol marque la fin de l'opération de retour des 10 000 pèlerins guinéens envoyés cette année en Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. À bord de l'appareil, 255 fidèles sont arrivés au Bercail. À leur descente d'avion, ils ont été accueillis par les autorités religieuses et de nombreux parents venus partager leur joie après plusieurs semaines d'absence. Amina Moundalfa, alhamdoulilah, tout s'est très bien passé et nous avons été très bien traités par nos autorités supérieures.
et nous avons été très bien logés. Rien ne nous a manqué par la grâce de Dieu. Avec l'arrivée de ce 32e convoi, c'est désormais l'ensemble des 10 000 pèlerins guinéens qui ont regagné le pays, clôturant l'édition 2026 du pèlerinage à la Mecque. Je voudrais ici remercier le ministre secrétaire général des Affaires religieuses pour son leadership dans le cadre de la digitalisation du Hajj. Si avant les pèlerins étaient inquiets sur leur heure de départ, le logement, cette année les pèlerins ont été logés à partir de Conakry et tout s'est très bien passé. Les 10 000 pèlerins sont rentrés dans les meilleures conditions. Je commencerai par, au nom du président de la République, Excellence Mohamed Doumbouya et son premier ministre chef du gouvernement, implorer la grâce de Dieu pour nos élus disparus qui ont tiré leur révérence au moment du Hajj. Ils n'ont pas pu retourner en Guinée. Le peuple de Guinée sont du cœur avec eux. On les retient toujours dans nos mémoires et dans nos prières. Et très ravi d'avoir réussi ce convoi à rentrer dans les meilleures conditions. Les 255 derniers El Hadj et Adja de ce convoi s'en vont rejoindre leurs domiciles respectifs. La Guinée referme ainsi le livre des Hadj sur une note de performance organisationnelle qui jette les bases d'un standard élevé pour les années à venir. On en vient à cette consécration qui met la Guinée sous les projecteurs de l'innovation africaine. La plateforme guinéenne Corridor, spécialisée dans les paiements transfrontaliers, décroche le prestigieux prix de la meilleure start-up de l'année en Afrique. Une distinction qui récompense l'innovation, la résilience et la contribution de cette jeune entreprise au développement économique du continent. Le trophée a été célébré cette semaine à Conakry. Le point avec Abdul Karim Kamara et Mohamed Lamine Kamara. Le 15 mai 2026, à Kigali, au Rwanda, une infrastructure de paiement transfrontalier a fait la fierté de la Guinée. Ce jour-là, la compagnie guinéenne dénommée Corridor a reçu le prix Start-up de l'année lors des Africa Sioux Forum 2026. Ici à Conakry, ce parterre de personnalités est invité afin de célébrer ce prestigieux trophée décerné à une plateforme qui connecte les banques, les opérateurs mobiles et les grands acteurs internationaux du transfert d'argent. On est en train de permettre à ce que les transactions transfrontalières soient beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces et moins coûteuses. La technologie qu'on utilise, c'est les nouvelles technologies. C'est ce qui nous a permis de gagner ce award. L'occasion est aussi mise à profit pour mettre en lumière le dynamisme de l'écosystème des start-up en Guinée. La start-up de l'année ne réinvente pas l'Afrique. Elle lui rend sa liberté de circuler, y compris financièrement. Depuis maintenant plus de 5 ans, nous travaillons avec BNB. Nous avons construit une relation fondée sur la confiance, l'innovation et une vision commune de croissance. Cette performance témoigne non seulement la solidité de notre collaboration, mais également de l'engagement et du professionnalisme des équipes qui œuvrent quotidiennement à son succès. Le gouvernement, l'État de façon générale, est là pour recadrer parfois, donner une vision, définir la stratégie. Donc il est important que cette dynamique-là soit portée aussi par les start-up. Parce que dans 40 ans, la Guinée va s'est transformée. Compagnie mère de BNB Transfert, Corridor est la première de l'espace francophone à gagner ce prix. Aujourd'hui, elle emploie plus de 200 collaborateurs talentueux à travers le monde. Dans le domaine des infrastructures, le chantier de la route Labé-Mali entre dans une nouvelle phase décisive. La première planche d'essai de bitume réalisée sur le lot 1 de 38 km par l'entreprise China Road and Bridge Corporation a été validée avec succès. Cette étape technique menée sur un tronçon test de 200 mètres confirme la conformité des travaux aux normes de qualité et ouvre désormais la voie au lancement du revêtement à grande échelle. Nabila Moussa Kamara commente les images de Sarafdine Diallo. Les travaux de la route Labé-Mali progressent sur le lot 1, long de 38 km et réalisé par China Road and Bridge Corporation. La première planche d'essai de bitume, exécutée sur 200 mètres, a été concluante et réalisée conformément aux normes de construction
et de contrôle qualité. Dans le domaine routier, il s'agit d'une étape hautement symbolique, souvent qualifiée de projet qui commence à voir le noir, signifiant que le chantier passe progressivement de la phase des travaux de base à sa phase finale de réalisation, avec des résultats désormais visibles sur le terrain. Cette dernière couche de roulement, elle se met sur 7,20 mètres de largeur et on a des accotements de chaque côté, c'est variable. Donc c'est respecté. Toutes les couches sont réceptionnées, compactées et réceptionnées en fonction de cahier de charge. Une fois achevée, la route nationale numéro 8, reliant la baie à Mali, contribuera à fluidifier la circulation des personnes et des biens dans cette partie du pays. Sur le terrain, cette avancée des travaux suscite déjà l'enthousiasme des usagers. Je pratique la route là souvent. Et vraiment, avant, c'était un calvaire difficile. Mais aujourd'hui, on est très content. Vraiment, on remercie le gouvernement guinéen de faire cette route pour nous. L'entreprise CRBC, depuis qu'ils ont fait la pose de cette première pierre, n'a pas eu de repli. Et les résultats sont concluants sur le terrain à travers la pose de la superstructure d'Arobé pour une distance de 200 mètres. C'est à ce sens-là que l'autorité est aujourd'hui ici pour apprécier. La réalisation de la route Labé-Mali illustre la volonté des autorités de la Ve République de moderniser le réseau routier national et d'améliorer la connectivité entre les régions. Et pour terminer, à Télémélé, c'est la fin d'un long calvaire pour des milliers d'habitants. Un nouveau pont de franchissement vient d'être inauguré, mettant fin à des zones d'enclavement causées par la dégradation de l'ancienne infrastructure, entièrement financée et réalisée par la société minière SMB Winning. Cet ouvrage stratégique redonne mobilité, sécurité et espoir aux populations riveraines. Suivez le reportage de Sununu Sidibé et Marwan Kamara. Cet ouvrage de franchissement complètement usé par le temps et le trafic menaçait de couper Télémélé d'une partie de ses localités clés. À présent, ce décor de désolation appartient au passé. Une nouvelle infrastructure se dresse désormais au-dessus du Marigot, connectant à nouveau plusieurs localités autrefois isolées. Toute notre gratitude pour les efforts consentis dans la réalisation de cet important projet avec l'accompagnement de nos partenaires locaux. Nous vous assurons de notre entière disponibilité pour préserver cet acquis et en faire un véritable levier de développement local. L'œuvre est le fruit de la responsabilité sociétale du consortium SMB Winning. La mise en service de cet acquis communautaire a mobilisé des autorités locales et des communautés bénéficiaires. Mes remerciements personnels et ceux de l'ensemble des populations de ma juridiction à l'endroit de la société minière de Bouquet SMB pour avoir réalisé ces travaux avec un délai très limité. Le pont Mohamed V que nous inaugurons aujourd'hui traduit une vision responsable d'une entreprise citoyenne qui écoute, analyse et comprend les préoccupations des populations, qui comprend aussi que le progrès économique doit aller de pair avec le progrès social des communautés. Avec ce nouveau pont de franchissement, plusieurs localités de Télémélé tournent ainsi la page des difficultés liées à l'état de dégradation de l'ancien ouvrage. Une réalité qui devrait contribuer à renforcer la mobilité, les échanges commerciaux et le développement socio-économique de toute la zone. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.